Depuis de nombreuses années, le poisson préféré des Français, c'est le saumon. Fumé, en pavé ou en filet, la France est le premier consommateur européen de ce poisson. 3 fois sur 4, les saumons que nous mangeons viennent du nord de l'Europe. Ils sont élevés ici, dans les fjords de Norvège. Avec des milliers de fermes aquacoles, comme celle-ci, la Norvège exporte tous les ans 600 000 tonnes de poissons. Ce pays ne fait pas partie de l'Europe. Pourtant, ces poissons ne sont pas contrôlés à nos frontières. Ils bénéficient d'un accord de libre-échange. Depuis quelques années, le business du poisson est victime d'un mal chronique, le poux de mer, un parasite qui infecte les saumons. À Bergen, dans l'ouest du pays, des scientifiques cherchent à tuer ces poux par tous les moyens. Nous sommes à l'Université de la Mer. Depuis plusieurs mois, Frank Nielsen, un chercheur financé par le gouvernement, élève ces parasites qui ravagent les élevages intensifs. Ici, nous entrons dans notre laboratoire piscicole. C'est notre incubateur pour produire des larves de poux de mer afin d'infecter les saumons pour nos recherches. Les poux de mer, ce sont ces grosses taches marron sur le dos de ce saumon. Un parasite naturel, mais qui dans les élevages provoque des dégâts considérables sur les poissons. Ces poux de mer, ils peuvent tuer les saumons s'il n'y a pas de contrôle? Oui. Oui. Nous avons constaté dans nos expériences que cela provoque de gros trous sur les poissons. Et les poissons ont ensuite des problèmes de flottabilité. Ça augmente aussi la possibilité qu'ils attrapent des virus, des bactéries. Et si on ne les soigne pas, ils accumulent les poux. Et les poissons ne seront plus bons pour la commercialisation. Pendant 20 ans, les fermes aquacoles norvégiennes ont traité les saumons infectés à coups d'antibiotiques. Mais depuis quelques mois, cela ne marche plus. Alors, les producteurs de saumon ont trouvé une solution radicale. Ils utilisent un nouveau produit, chimique cette fois-ci, un pesticide, le diflubenzuron. C'est un médicament anti-poux de mer. C'est utilisé comme ça, en tout cas en Norvège. On l'a utilisé contre différents organismes par le passé. Cela empêche l'arrivée et le développement des insectes. Ils arrêtent de grandir et ainsi ils meurent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pesticide? Parce qu'en Europe, c'est classé comme pesticide. Oui, c'est un pesticide, oui. Mais d'habitude, c'est liquide un pesticide. Comment font-ils pour le donner au saumon? En fait, ils le mettent dans la nourriture en utilisant une sorte de colle chimique. Et ensuite, ils leur donnent à manger. Utiliser des pesticides pour nourrir un poisson, personne n'aurait osé l'imaginer auparavant. Il faut dire que ces produits chimiques ne sont pas prévus pour cela. D'ailleurs, depuis 2 ans, la réglementation européenne stipule très clairement qu'il ne faut pas répandre de diflubenzuron dans les milieux aquatiques. En Norvège, on nourrit pourtant les poissons avec ce pesticide, même si certains écologistes s'interrogent sur les conséquences pour le consommateur final, car ce sont ces saumons qui finissent en filet dans nos assiettes. Est-ce que l'on sait quelles sont les conséquences d'un tel produit sur la santé humaine? Il y a eu, lors de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, différentes études sur les mammifères. Et il n'y a pas d'effet. Enfin, il n'y a pas d'effet négatif. Vous voulez dire que ce genre de produit pourrait marcher sur l'homme si on en mangeait? Un peu comme pour le poisson, je veux dire, ce serait possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que personne n'a jamais essayé ça. Un produit sans danger pour l'homme? Pas si sûr. Même sur le mode d'emploi du diflubenzuron, il est expressément indiqué que ce pesticide est dangereux pour l'environnement et très toxique pour les poissons. Ce produit fait-il des dégâts dans les élevages de saumon? Nous avons rencontré en caméra cachée le gérant de l'une de ces fermes qui utilise régulièrement du diflubenzuron,
Son témoignage est inquiétant. Nous avons environ 400 000 poissons dans chaque cage. Et la moitié de ces poissons meurent avant la fin de leur élevage. Mais pourquoi? À cause des maladies? Oui, à cause du manque d'espace, à cause du manque d'oxygène, et puis à cause des poux. Un peu de tout. Est-ce que vous avez déjà vu ce produit, le diflubenzuron? Oui, on l'a déjà utilisé 4 fois ces 6 derniers mois. À chaque fois qu'on le fait, 200 à 300 poissons meurent tous les jours, pendant une semaine. Et ensuite, ça va mieux. Contrairement à ce qu'assure le chercheur de l'université de Bergen, ce pesticide tue les poissons d'élevage, mais pas seulement, car il est purement et simplement dispersé dans les filets et répandu en mer. Comment vous l'utilisez? C'est liquide, c'est comment? Oui, c'est liquide. On le met dans un seau et on le balance dans les filets. Dans les cages. Donc les pesticides se dispersent dans la mer? Oui, ça se disperse dans la mer. Parfois, on a des petits requins qui viennent se nourrir aux abords des filets. Et quand on met le produit, ils meurent. Tous les autres poissons meurent. Seul le saumon survit. Mais tous les autres meurent immédiatement. En Norvège, cette technique est encore méconnue des consommateurs. Mais les exploitants qui savent ce qui se passe, mangent-ils leurs poissons? Et vous, vous en mangez du saumon? Non. Non. Je n'en mange pas. À cause de tout ça. J'en mangeais avant. Et maintenant, non. Dans ce pays qui se targue d'être très respectueux de l'environnement, cette méthode fait tâche. Le premier à l'avoir révélé, c'est le directeur d'une ONG locale, les Green Warriors. Depuis, il ne cesse de dénoncer les pratiques de l'industrie du saumon. Voilà, tout ça, ce sont des fermes aquacoles. Tous les points rouges, ce sont les fermes qui utilisent ce produit. Le diflubenzuron? Oui. Et si on prend cette île, par exemple, regardez, toutes ces fermes utilisent ce poison. En Europe, ce pesticide est formellement déconseillé dans les milieux aquatiques. Mais en Norvège, c'est tout à fait légal. Selon Kurt Delcave, le business du saumon passe avant les principes de précaution les plus élémentaires. Le problème, c'est que le lobby des producteurs de poissons a pris le contrôle de tous les organismes qui devraient le contrôler. Et aussi du monde politique. Certains d'entre eux ont même des intérêts dans les fermes. En fait, le business a tellement grossi que maintenant ils ne peuvent plus contrôler le problème des poux. C'est pour ça qu'ils utilisent tout ça, alors qu'ils devraient diminuer la production. Mais ça voudrait dire perdre beaucoup d'argent. Et depuis qu'ils sont au gouvernement, personne ne leur dit « Hé, ralentissez !» Au contraire, ils font pression sur les autorités sanitaires pour qu'elles permettent l'utilisation de ce poison. Il y a quelques semaines, les Green Warriors ont fait l'acquisition d'un bateau équipé d'un robot sous-marin. Grâce à lui, ils parviennent à démasquer l'ampleur des pollutions cachées par les fermes de saumon. Ça, c'est l'outil que craignent le plus les producteurs de saumon. Parce qu'ils nous mentent quand ils nous disent qu'ils ne polluent pas avec leurs fermes. Donc avec ça, vous voyez exactement ce qui se passe dans les fermes. Oui, je peux voir ce qu'ils rejettent et je peux voir ce qu'ils font au fond marin. Je peux voir les saloperies qu'ils balancent dans les cages. On voit alors les choses différemment. Et donc, vous avez vu des choses assez étonnantes. Oui, je vais vous les montrer dans la pièce d'à côté. Tiens, tu peux le ranger. Ruben, tu peux lancer les images? Vous voyez, ça, c'est le fond. C'est tapissé de bactéries. Des bactéries de sulfure qui ont fini par tuer toute vie au fond du fjord. Ce sont des déjections de poissons combinées avec le surplus de nourriture. C'est vraiment dégueulasse. Quand vous nourrissez les poissons avec ce diflubenzuron, 90% s'échappent par les excréments.
et s'est emporté par le courant du fjord. Parce qu'ils ont mis exprès les fermes là où il y avait du courant pour tout évacuer. Parce que les cages ne peuvent pas bloquer ces déjections. Et quand les poissons sauvages mangent ce diflubenzuron, cela se transforme dans leur estomac en deux composés, cancérigènes et toxiques. Pour nous prouver les effets ravageurs des méthodes des fermes aquacoles, Kurt Delcave va nous montrer des poissons d'élevage qu'il a récemment pêchés à proximité des cages. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce poisson ? Nous ne savons pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais on n'a jamais vu ça sur une autre espèce. Ce poisson est un cabillaud d'élevage qui s'est échappé des cages. En fait, 30% des filets de cabillaud qu'ils vendent sont issus de ce qu'on appelle des cabillauds monstres, parce que leurs gueules ont une déformation génétique. Donc ils nagent même la gueule ouverte. Mais évidemment, on ne voit pas ça dans les filets, quand on les achète dans les magasins. Mais 30% des cabillauds d'élevage sont comme ça. Donc quand vous achetez des filets de cabillaud en France, en Norvège ou n'importe où, vous devriez demander « est-ce un cabillaud d'élevage ?» et dire non dans ce cas-là. Je crois que l'industrie est allée trop loin et ne devrait plus être autorisée à faire de telles choses. Est-ce le diflubenzuron qui provoque la déformation génétique ou les brûlures sur la peau des poissons? Selon Kurt Delcave, cela ne fait aucun doute. Mais quelles peuvent être les conséquences pour ceux qui mangent ces poissons? François Weyreth est le président du réseau européen contre les pesticides. En regardant les images que nous avons tournées en Norvège, il découvre avec consternation l'utilisation qui est faite de ce produit chimique. Ce produit-là, il est, avec des conditions d'ailleurs assez strictes, homologué, je crois, pour les pommes, les poires, et utilisable également dans certaines cultures forestières. Mais en aucun cas, il est homologué pour aller traiter des poissons. Hein. C'est pas un médicament du poisson, c'est un pesticide. C'est-à-dire qu'il est fait pour traiter des cultures végétales. C'est pas prévu pour ça, et donc on n'a pas étudié quelles sont les doses acceptables sous forme de résidus. D'autant plus qu'on sait qu'on a quand même des métabolites de cette molécule-là qui ont des propriétés inquiétantes, qui sont soupçonnées d'être cancérigènes. Donc là, tout ça, ça doit vraiment être évalué. Là, on est dans une espèce de Far West où on n'a aucune visibilité sur les conséquences sur la santé humaine. Si nous mangeons des saumons norvégiens nourris aux pesticides, qu'en est-il des poissons pêchés le long des côtes françaises? Leur état sanitaire est parfois plus inquiétant encore. Comme dans la zone maritime du Havre, par exemple. Toute l'année, les marins ramènent dans ce port ce qu'ils ont capturé dans la Manche. Une mer qui fournit 1 poisson sur 5 à la pêche française. Mais depuis le mois de février dernier, les 200 chalutiers de la région n'ont plus le droit de pêcher le ceylan, les plus grosses sardines. Ce poisson est désormais impropre à la consommation dans toute la baie de Seine. Il est trop contaminé au PCB. Ça va? C'est une bonne pêche pour vous, ça? Non, ah non, c'est nul, ça. Là, c'est vraiment pour alimenter l'étal, quoi. Excuse-moi. Morgane Courbe vend toutes les espèces de poissons à la criée du Havre. Ça, c'est les barres. Vous les avez pêchés où, là, alors? Antifer. De la plie. De la roussette. Heureusement pour lui, la sardine n'est pas son fonds de commerce. Les gars qui font le ceylan qui est fermé, la sardine, ça va pas du tout, quoi. Ouais. La sardine, justement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je sais pas, il paraît qu'elle est polluée. Mais bon, le problème, c'est qu'on bride des pêcheurs, alors que c'est pas les pêcheurs, c'est les usines qui ont pollué tout ça, hein, malheureusement. Et puis, eux, ils sont intouchables, donc après, c'est nous, les pauvres petits pêcheurs, qui subissons ça, quoi. Au Havre, les PCB sont devenus un vrai cauchemar économique pour les pêcheurs. Car ces polluants industriels menacent toutes les espèces. Vous en parlez entre vous, pêcheurs, là, de tous ces problèmes de pollution oui, parce que là, c'est tout le monde qui est concerné. Là. Le problème, c'est que là, je suis persuadé qu'il y a au moins 60-70% de la flottille qui est dans le rouge, quoi.
Alors, mais ce qui est le plus rageant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que tu ne demandes rien, juste le droit de travailler, c'est ça qui est le pire, c'est que demande pas de sous, on ne demande rien, et puis on t'interdit, alors ça c'est le bordel. Donc, à ce jour, seule la sardine serait officiellement contaminée par la pollution au PCB. Mais nous nous sommes procuré un rapport de l'Agence de l'eau de la Seine, jamais publié, qui démontrerait le contraire. Ce rapport date de décembre dernier. Il révèle que d'autres espèces dépassent elles aussi les normes sanitaires admissibles. Regardez ce trait rouge, il indique la limite des PCB pour les poissons que nous consommons. On y découvre que le maquereau ou le bar sont au-delà de cette norme. Ils sont pourtant pêchés et vendus dans nos poissonneries. Mais d'où viennent les PCB, ces pyralènes qui polluent nos poissons? Il faut remonter le fleuve pour en trouver les traces. Jusque dans les années 80, ces composés chimiques servaient dans les transformateurs électriques, dans les huiles de camions ou de voitures par exemple. Au fil des ans, ces huiles toxiques ont trop souvent été abandonnées en pleine nature ou sur le bord des fleuves français. Ces PCB ne sont pas biodégradables et restent jusqu'à 2000 ans présents dans la nature. Autant dire que pour les poissons, ils sont un véritable poison. Nous avons montré le rapport confidentiel de l'Agence de l'eau au président de l'association Santé Environnement France. En découvrant les chiffres de la contamination de certains poissons, ce médecin, pourtant fervent défenseur de la santé humaine, hésite à livrer un verdict définitif. Est-ce que oui ou non, ces poissons-là sont impropres à la consommation? Écoutez, sur cet échantillon qui comporte que 24 poissons pêchés à un endroit précis, il semble que les valeurs de référence actuelles soient dépassées, donc ne soient pas propres à la consommation. Mais là aussi, l'échantillonnage est faible et le lieu est important. Peut-être qu'à d'autres endroits, ce sera différent. En tout cas, sur cet échantillon-là, moi, j'éviterai de consommer ce poisson. Je vous pose la question, est-ce que oui ou non, ces poissons sont impropres à la consommation? T'en coupes 2 secondes. Ceux-là. Tu veux vraiment que non, il faut appeler un chat un chat. Tu veux vraiment que je finisse à la mer? Le médecin ne souhaite pas jeter le discrédit sur la pêche française. Pourtant, à quelques centaines de mètres du port du Havre, le représentant des marins-pêcheurs a de son côté un vrai cas de conscience. Alexis Maheu n'ignore pas que certains poissons vendus sur nos étals sont à la limite du consommable. Mais la baie de Seine et toute sa zone côtière sont un gros pourvoyeur de poissons, le 3e pôle de pêche en France. Là, on a la carte de la baie de Seine. Là, où est-ce que vous pêchez, vous alors? Ah bah nous, la zone de pêche pour les pêcheurs de chez nous, là, au Havre, on va du nord d'Antifère, vous voyez, c'est le port d'Antifère, on va du nord d'Antifère, et environ, c'est cette zone-là. Donc, c'est ici que vous avez des craintes sur les teneurs et sur la présence de produits contaminants? Bah oui, parce que là, on est vraiment dans l'embouchure. Ici, on est dans des fonds très bas, voilà, des fonds de moins de 10 mètres, et puis après, on descend c'est le fond de la Manche, si vous voulez, dans les fonds de 35-40 mètres. C'est ici que sont pêchés les maquereaux pointés du doigt par les rapports officiels. Pour le maquereau, ça serait une catastrophe. Sur tout le littoral, la pêche côtière, des bateaux de 8-10 mètres pêchent le maquereau. On pêche du maquereau à la ligne, les amateurs pêchent du maquereau à la ligne l'été, etc. C'est-à-dire que le maquereau sera contaminé quoi, à partir d'une certaine taille. Quoi. Moi, je dis, c'est super grave de ce qui se passe en mer, parce que la mer a été une poubelle. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, je schématise toujours ça. Alors, les gens, ils sont effrayés de ce que je dis. Hein. Moi, je suis le représentant des marins-pêcheurs. Hein. Je veux pas faire peur aux gens. Je veux pas que les gens, ils mangent pas de produits, etc. Mais quand même, la Seine, c'est un égout, quoi. Ça s'est un peu amélioré parce qu'il y a eu des textes communautaires, puis qu'on a forcé les gens, mais c'est un peu grave quand même, quoi. Parce qu'on parle de ça, mais bon, il y a bien d'autres choses, hein. Il y a bien d'autres contaminants. Donc, et puis les taux, quand on dit bah, ça va s'améliorer dans 20 ans, ça va commencer à diminuer dans 20 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est grave, c'est super grave. La gravité de cette pollution se mesure aujourd'hui dans nos assiettes. Selon une étude achevée en 2008 par l'Ifremer, l'organisme d'État chargé de surveiller la mer, il suffit de manger seulement 90 grammes par mois de poissons contaminés pour se mettre en danger. Ce rapport est formel. Les apports en PCB par la consommation de poissons sont entre 1 fois et 10 fois la dose journalière tolérée pour les consommateurs moyens
et plus de 50 fois au-dessus pour les situations les plus à risque. 10 fois la dose acceptable pour un consommateur qui mange du poisson contaminé 2 fois par semaine. Quel est l'impact d'une telle exposition sur notre santé? Voici la réponse du docteur Souvet. Alors le danger essentiel, c'est l'effet promoteur du cancer. Notamment cancer du foie, cancer du côlon, mais aussi cancer du sein chez certaines femmes prédisposées, qui ont ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. Donc, effet promoteur du cancer, c'est l'élément important. Chez l'enfant aussi, un élément extrêmement important, c'est le trouble du développement cérébral de l'enfant, du développement moteur, avec notamment, on a observé des études avec une baisse du quotient intellectuel chez les enfants qui avaient été contaminés par le lait maternel jeune. Donc, baisse du quotient intellectuel chez les enfants. Puis des effets un petit peu moins connus, comme des altérations du système immunitaire, c'est-à-dire plus d'infections, et aussi un effet chez le diabète. Pourquoi les autorités ont-elles interdit la sardine et pas les autres poissons contaminés? Au Havre, un homme est chargé de défendre la position de l'État. C'est le bras droit du préfet qui gère la pêche en Manche et en mer du Nord. C'est lui qui a interdit la pêche à la sardine. Nous lui avons présenté nos rapports, comme celui de l'Ifremer, qui démontre que les consommateurs réguliers de poissons peuvent être contaminés jusqu'à 50 fois au-dessus des normes. Si les poissons qu'on pêche ne sont pas tant contaminés que ça, on ne devrait pas être à ces normes, à ces doses, je veux dire. Oui, mais alors, si vous voulez, ce sont des hypothèses à partir du moment où on constate une contamination. C'est-à-dire que la conclusion de ce papier, c'est bien qu'il faut faire des études supplémentaires pour vérifier si on se trouve, à un moment donné, pour un stock de poissons donné, dans une telle situation. Pourtant, ce rapport confidentiel de l'Agence de l'eau indique que 28% des Français sont surexposés au PCB à cause de leur consommation de poissons. C'est beaucoup? Oui, sûrement. Je n'ai pas d'idée des normes. Rapporter les vies entières, oui. Je n'ai pas encore ce rapport, je ne peux pas vous en parler. Et on voit qu'en l'occurrence le bar dépasse, lui, la norme, là, pour le coup. Oui, c'est très probable. D'accord. C'est probable. On pense qu'on aura on se dirige probablement vers une interdiction du bar au-delà d'une certaine taille. D'accord. C'est probable. Et on s'attend au gros bar et au gros maquereau. Voilà. D'accord. Que faire pour se débarrasser des PCB? Eh bien, on ne sait pas. Il faut être clair, il est impossible de dépolluer la mer du PCB qu'elle contient. Aujourd'hui, en France, on trouve des PCB un peu partout dans la nature, et pas seulement dans les fleuves ou dans les mers. Des centaines et des centaines de lieux de pollution, officiellement recensés par le ministère de l'Environnement. Ces pollutions concernent toute la chaîne alimentaire et ne sont pas près de s'arrêter. Car les stations d'épuration, par exemple, continuent de déverser en toute légalité des PCB en épandant leur boue dans les champs, sur les surfaces agricoles. On peut les retrouver dans toutes sortes de nourritures, comme les œufs par exemple. Dans sa ferme de Normandie, un éleveur l'a découvert, mais un peu tard. Il y a 10 mois encore, des poules gambadaient dans ses prés. Elles ont été tuées à la demande des autorités sanitaires. Elles étaient contaminées au PCB. Rien que l'an passé, Jean-Louis Letellier a vendu plus d'1 million d'œufs dans la région normande, des œufs 20 fois au-dessus de la norme. C'était réparti dans tout le terrain, là, sur les 3 hectares. D'accord. Parce que tout ça, c'était les zones où vos poules... Oui, tout ça, c'est les enclos aux volailles. Quoi. En fait, on mettait jamais rien sur ces enclos-là depuis une vingtaine d'années. Aucun produit? Aucun produit, hein, parce qu'il n'y avait pas lieu, vu qu'il y avait trop d'herbe déjà, comme c'est très grand. Donc on broyait l'herbe au moins une fois dans l'année. On aurait presque pu demander un label bio, en fait. C'est ça, oui. On aurait pu demander un label bio sans savoir qu'on était contaminé en PCB, quoi. Il y a un mois, l'éleveur a racheté des poussins. Mais désormais, les futures poules de la ferme n'auront plus le droit de se promener en plein air.
Ils sont nés hier. Ils ont juste une journée, quoi. Il y en a combien, là? Là, il y en a 500. Mais là, vu qu'on est obligé de les laisser enfermés, on ne peut pas charger le bâtiment, quoi. Pourquoi vous êtes obligé de les laisser enfermés? À cause de la contamination au PCB, les sols qui sont contaminés. Donc, les mettre dehors, ça c'est fini, c'est exclu, quoi. D'accord. D'où vient cette pollution au PCB, au cœur de la campagne normande? Personne ne le sait, et seul un expert du WWF, le Fonds mondial pour l'environnement, dénonce les autorités qui s'attaquent aux producteurs sans vraiment chercher les pollueurs. Pour savoir où on en est. Ici, on va faire une analyse des sols, d'accord? Bon, ok, c'est plombé, d'accord. Mais après, tout protocole veut que sur 1 km de rayon, tu cherches s'il y a d'autres points qui sont contaminés. Oui, c'est le b.a.-ba, quoi, je veux dire. Quitte à ce que derrière on te dise c'est toi le pollueur, mais au moins que le travail soit fait sur les 1 km de rayon. Ça n'a pas été fait. Et là, du jour au lendemain, on leur dit mais c'est terminé. Et en fait, ça fait penser un peu aux pêcheurs. Tu sais, c'est c'est terminé. C'est-à-dire que c'était vous le fautif, on fermait l'exploitation et c'était terminé. Voilà. Les sols industriels, d'après les premières analyses qui ont été faites sur les sols, les miens et ceux des industries classées, mes sols sont plus contaminés que des sites industriels. Ainsi va la vie des PCB que l'on ne peut éradiquer. Œufs, poulets, lait de vache, les pyralènes contaminent régulièrement des élevages français et certains aliments que nous sommes censés manger. Peut-on au moins se rabattre sans risque sur les fruits et légumes dont on nous répète sans cesse qu'il faut en manger 5 par jour pour être en bonne santé? En ce moment, le fruit de saison préféré des Français, c'est la fraise. Et comme la majorité des fruits et légumes que nous consommons, elle vient de l'étranger. 2/3 des fraises mangées par les Français viennent d'Espagne, d'Andalousie, dans la région de Huelva. Sous ces serres, les cultures n'ont rien d'artisanal. Leur production est intensive grâce à des produits chimiques parfois interdits en France. Des pesticides dont les bidons sont abandonnés à 2 pas des serres dans des décharges sauvages. Ils sont parfois dangereux, comme le bromure de méthyle par exemple. Depuis 2 ans, la Commission européenne demande à ses pays membres de ne plus utiliser ce traitement des sols très toxique pour l'homme. Il a été conclu qu'il y a des raisons manifestes de penser que la dite substance a des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des personnes présentes, les professionnels et celle des consommateurs. Malgré cette mise en garde, l'Espagne a obtenu une dérogation et de nombreux cultivateurs continuent de répandre du bromure de méthyle dans leurs serres. Leur coopérative les incite même à le faire. C'est ce que nous a avoué l'an passé un gros producteur de fraises de la région. On utilise le bromure de méthyle. On s'en sert comme herbicide. C'est ce que nous recommande notre coopérative. Interdit en Europe, mais utilisé en Espagne. Le bromure de méthyle détériore le système nerveux des travailleurs qui le pulvérisent. Mais quels sont les risques pour des consommateurs ? Gilles-Éric Serralini est professeur de biologie moléculaire. C'est l'un des plus grands spécialistes européens des pesticides. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est à base de bromure en général ou de chlore va avoir souvent des effets perturbateurs endocriniens et souvent des effets toxiques à faible dose. Les polluants en général de ce type sont comme du sable dans un moteur. Et donc ils vont petit à petit donner des effets cancérogènes, des effets sur les maladies hormonales, des effets sur la reproduction, des effets immunitaires ou en tout cas baisse de l'immunité, allergie, et des effets sur les cancers évidemment. Que font les autorités françaises pour s'assurer qu'aucun des fruits vendus en France ne contiennent des résidus de bromure de méthyle? Direction Perpignan. 60% des fruits et légumes que nous consommons viennent de l'étranger. 9 fois sur 10, ils arrivent ici, au marché d'intérêt national de Saint-Charles. Voici les hangars d'Anecop, une société qui importe 130 000 tonnes de fruits et légumes chaque année en France. C'est ici que débarque une partie des fraises cultivées en Espagne. Toute la journée, Caroline Cognet parcourt les allées avec son échelle et son carnet. Elle doit vérifier la conformité des produits dès leur arrivée.
Cela s'appelle l'autocontrôle. L'importateur se contrôle lui-même. On fait un prélèvement par sondage, c'est-à-dire qu'on a une vision globale du lot sur la qualité visuelle et après on va prélever des pastèques au hasard, faire un échantillonnage pour aller au laboratoire, la couper, voir si l'intérieur est conforme. Voilà. Anecop n'analyse que 100 fruits ou légumes par an en laboratoire en France. Mais selon son PDG espagnol, aucune cagette, aucun fruit, aucun légume ne peut échapper au contrôle réalisé dès la récolte chez les producteurs. On fait des contrôles de qualité, des contrôles de pesticides à 3 niveaux. À l'état production, qui sont faits sur la serve ou à niveau des champs. Après, c'est à niveau de la station de conditionnement. Et finalement, on fait ici, c'est le niveau de notre contrôle. Vous en trouvez des résultats non conformes? Cette saison, on n'en a eu aucun. La saison passée, je ne vous dirai pas, je ne m'en souviens pas, mais zéro. Ouais. Même sur la fameuse fraise qui pose chaque année un débat. En fraise, j'en ai jamais eu, hein. Pour être très franche, jamais de résultats non conformes en fraise. Les fameux résidus dont on parle chaque année, chloropicrine, bromure de méthyle, etc., ça, vous les cherchez? Bromure de méthyle. Bon, le bromure de méthyle, c'est un produit pour désolariser, non? C'est interdit, on ne l'utilisait pas. Pas de bromure de méthyle utilisée en Espagne. Visiblement, le PDG d'Anecop ne semble pas connaître les pratiques de certains producteurs de son pays. À Perpignan, l'ultime rempart pour protéger les consommateurs français, ce sont les services de la répression des fraudes. Ici, à Saint-Charles, 400 000 camions déchargent leurs marchandises chaque année, soit 156 camions en moyenne toutes les heures, contrôlés par 2 inspecteurs seulement. Exemple avec ce chargement de haricots verts qui arrive du Maroc. Là, donc, on va procéder au déchargement. C'est un camion, il y a des tomates et des haricots, ça. Donc, on va procéder à un échantillonnage pour voir la conformité de la marchandise. En principe, on décharge 5 à 6 palettes. On regarde sur ces palettes la présentation de la marchandise. S'il n'y a rien d'anormal, on établit que bon, tout le chargement est conforme. Si on a un doute sur la qualité, à ce moment-là, on prolonge le contrôle et on fait décharger une plus grande partie de palettes. Les contrôleurs de l'État doivent surtout s'assurer que les fruits et légumes ne contiennent pas de produits dangereux, surtout les pesticides. Ce n'est pas facile à l'œil nu. Par contre, pour la taille des tomates, par exemple, ils sont très vigilants et leur technique est imparable. Voilà, normalement, vous voyez, vous devez avoir le calibre qui soit identifié. Et là, si on tourne de ce côté ou si on tourne de ce côté, il n'y a aucune marque concernant le calibre. Les tomates qui arrivent d'où, là? Maroc. Dans tous les camions du Maroc, là. Oui, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. La tolérance émise par le règlement est de 10%. Donc on prend un nombre de fruits ou de légumes et on vérifie que ces 10% ne soient pas dépassés. Dans la mesure où le 10% est dépassé, on demande à ce moment-là le retriage et le recalibrage au calibre réel. Mis à part les problèmes de calibre, les fraudes recherchent à peine 2% des fruits et légumes importés, toutes traces de produits chimiques confondus. Le service minimum imposé par la réglementation. Et selon eux, le bromure de méthyle pour la culture des fraises espagnoles serait un fantasme. C'est une polémique qui ressort à chaque campagne de production des fraises, qui sont relayées par différents sites internet et par différentes associations. Bon, là-dessus, des recherches ont été effectuées et n'ont pas permis de mettre en évidence aussi de telles affirmations. Lorsqu'on a reçu, nous, il y a 2 ans, je crois, ce message un petit peu affolé, attention sur les fraises, etc. Donc on a informé les laboratoires, on a fait même des prélèvements comme ça et on n'a jamais rien obtenu. À Perpignan, depuis 2 ans, ni les importateurs, ni le service des fraudes n'ont jamais détecté de traces de bromure de méthyle, ce pesticide interdit en Europe. Pourtant, l'an passé, en faisant analyser 2 barquettes de fraises espagnoles achetées au hasard sur le marché français, nous en avions trouvé. 2,7 mg par kilo de fraises, en dessous du seuil officiel de risque pour les consommateurs. Mais pour le chercheur Gilles-Éric Serralini, expert auprès de la Commission européenne, cette norme n'est pas une garantie contre ce produit très toxique.
Les organismes réglementaires s'accrochent aux normes comme un singe à un arbre, mais en fait, ces normes ont très peu de logique scientifique réelle. Je vous le dis sans cacher les choses. Tout simplement parce que la façon dont elles sont calculées correspond à des études chez le rat à partir desquelles on ne verra rien, et ensuite on va diviser par 100 par un facteur tout à fait subjectif, sans tenir compte forcément de l'accumulation réelle de ces produits, sans tenir compte surtout des effets combinés. Et en plus, ces études sont faites de manière tout à fait artificielle, avec seulement un principe actif, alors que le produit est mis sur le commerce avec des tas de détergents qui sont dans la formulation que le fermier va utiliser ou l'agriculteur va utiliser, et qui rendent ce produit beaucoup plus toxique et beaucoup plus stable. Interdit ou pas, au-dessus ou en dessous des normes, les amateurs de fruits et légumes peuvent s'interroger sur la qualité des contrôles des produits aujourd'hui importés d'Espagne ou d'ailleurs. Au rayon viande, un autre produit bon marché à la préférence des Français, c'est le cochon. Jambon, côtelettes, lardons, pâtés ou saucisses, c'est l'animal le plus consommé, 3 kilos en moyenne par habitant tous les mois. Dans le cochon, pas de pesticides ni de PCB, mais pire encore, un médicament à utiliser avec parcimonie et pourtant massivement administré à nos animaux d'élevage. La France est le 3e producteur de porc en Europe et les usines à cochons se trouvent le plus souvent en Bretagne. Jean-François Aurin produit des cochons depuis 2 générations. Des cochons à la chaîne, prêts pour l'abattoir en 6 mois à peine. Ça. Le problème avec les cochons, c'est qu'ils sont fragiles. Alors, dès la naissance, on leur donne des médicaments à la moindre occasion. Les porcelets arrivent, il y a un petit stress de transport. Donc pour que ça se passe mieux dans les jours qui suivent, il y a une petite supplémentation à base de colistine et d'iméral. Et c'est quoi ça comme molécule? Ce sont des antibiotiques. On leur en donne pendant combien de jours? Une dizaine de jours. C'est-à-dire que là, quand ils sont petits, quand ils arrivent, en gros, on leur donne des antibiotiques sans qu'ils ne soient encore malades. Oui, c'est en préventif, on va dire. Et dans leur vie, on leur donne d'autres traitements comme ça dans la nourriture? Parfois, oui. Quand on voit que ça traîne un peu. Avec quoi cette fois-ci? Il y a certaines supplémentations à base de Tylan. C'est aussi un antibiotique, ouais. Et là, on leur en donne pendant combien de temps? Autour de 10 jours aussi. Ouais. Comme dans tous les élevages intensifs, cet éleveur achète la nourriture de ses cochons auprès de sa coopérative. Beaucoup de céréales, mais aussi des antibiotiques incorporés directement dans les aliments. Un peu de tout dedans, t'as des céréales, t'as donc du blé, de l'orge, un peu de tourteau de soja, un peu de tourteau de colza. C'est du soja qui doit venir d'Argentine ou du Brésil ou des USA, quoi. Pour l'aliment avec du Tylan dedans, vous faites comment? Il faut une ordonnance ou il n'y a pas besoin d'ordonnance? Il faut une ordonnance. Et il vous en fait c'est-à-dire que quand je commande l'aliment, le vétérinaire sort une ordonnance qui suit le bon de livraison après. Voilà. Sans forcément venir voir si les porcs en ont vraiment besoin. C'est comme ça se passe. Le Tylan, un antibiotique destiné à soigner les maladies respiratoires, serait utilisé à d'autres fins pour faire grossir les cochons le plus vite possible. Cette technique illégale serait conseillée à cet éleveur par sa coopérative. Quand la caméra s'éloigne, il se confie. Oui, parce que le technicien m'avait dit, mais il suffit un petit coup de Tylan, ça leur fait du bien, ça va les booster, tu vas voir. C'est-à-dire que ça améliore la flore intestinale des cochons. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Je pense qu'il est utilisé en croissance, en facteur de croissance. Je dis ouais, mais c'est un antibiotique quand même. Et on mange ça après. C'est pas non plus l'idéal, quoi, comme ça. Moins on en donne, mieux c'est, quoi. Comme beaucoup d'éleveurs, Jean-François Aurin fait ce que sa coopérative lui demande, sans oser refuser. Même quand il reçoit des ordonnances toutes faites. Voilà, donc il y a toutes les bons de livraison d'aliments. Et donc derrière, donc, vous avez l'ordonnance, puisque là c'était du Tylan, on le retrouve ici, le Tylan. Et vous allez l'acheter où? C'est livré par la boîte d'aliments, quoi.
La boîte d'aliments, c'est... C'est quoi? C'est la... Une coopérative a le droit de vendre des antibiotiques et des médicaments? Ben, la preuve. Mais oui, puisque ils ont des vétérinaires. Délivrer des ordonnances toutes faites pour nourrir toute l'année aux antibiotiques des cochons non malades, cette pratique vétérinaire est illégale. Elle enfreint une loi de 2006 qui interdit l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance. À Paris, à l'École nationale vétérinaire, un professeur dénonce la généralisation de ces méthodes dangereuses. Gilbert Mouton est aussi expert judiciaire auprès des tribunaux. Il porte un jugement sans concession sur sa profession. Vous avez des professeurs des écoles vétérinaires et de grands noms, et par charité je tairai leurs noms, qui ont promu justement dans l'alimentation animale les facteurs de croissance antibiotiques. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous avons des confrères qui sont vétérinaires, donc qui ont une éthique. Et puis vous en avez d'autres dont l'éthique a malheureusement dérivé. C'est ceux-là que l'on voit surtout. L'an passé, dans ce rapport, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a comptabilisé les ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage depuis 10 ans. Malgré la loi de 2006, interdisant les antibiotiques comme facteur de croissance, les quantités utilisées pour chaque animal n'ont pas du tout baissé. Quand on voit ces chiffres, on peut franchement se poser la question de savoir si la loi de 2006 est véritablement respectée ou pas. On peut se poser la question. Est-ce qu'on ne continue pas finalement à donner des antibiotiques comme facteur de croissance? Facteur améliorateur, puisqu'il faut trouver un autre mot. Ou protecteur. Facteur de protection. On va trouver d'autres mots, mais la finalité reste la même. Gagner du poids. Ah ben c'est le but. Consommer moins d'aliments et gagner du poids. Que devient le consommateur en bout de chaîne? C'est une autre histoire. Facteur de croissance déguisé, mais aussi logique commerciale. Nous nous sommes procurés les contrats signés par 3 laboratoires pharmaceutiques avec les vétérinaires. Des contrats d'objectifs. Voici comment les médecins des animaux d'élevage sont devenus les meilleurs commerciaux des labos. Sur ce contrat signé en octobre dernier, par exemple, un vétérinaire s'est engagé à vendre au moins 16 000 € d'antibiotiques. En contrepartie, il empochera 34% de remise, soit 5 440 € de bénéfices personnels. Sur cet autre contrat, en plus de la remise, si le vétérinaire réalise de bonnes ventes, il peut décrocher un chèque cadeau de 500 €. Je me suis procuré des contrats justement de vente d'antibiotiques entre des laboratoires et des vétérinaires. Oui. Alors vous voyez, Zactran, hein, c'est un antibiotique bovin assez connu. On voit les ristournes qui sont impliquées. Alors là, carrément, si on en les marges arrière, ce que l'on appelle les marges arrière. C'est quoi les marges arrière? Eh bien, en fin d'année, on vous offre des produits en fonction de la quantité que vous avez vendue. Vous connaissez, vous en avez vous-même parlé, les conséquences que cela a sur la santé humaine. C'est un système qui a été mis en place progressivement avec l'approbation des autorités vétérinaires et du ministère de l'Agriculture, du gouvernement. Des antibiotiques vendus comme n'importe quel produit. Les fabricants d'antibiotiques assument-ils cette dérive commerciale dénoncée par le professeur Mouton? Nous avons pris rendez-vous avec le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire. Apparemment, ce groupement de laboratoires est inquiet. En décembre dernier, il a adressé cette lettre à l'AFSA, l'agence de l'État qui garantit la sécurité sanitaire de nos aliments. Le conseil d'administration a déclaré sa volonté de prendre en compte les inquiétudes de l'AFSA. Pour ce faire, les industriels se sont engagés à promouvoir un usage raisonné des antibiotiques. Pour parvenir à un usage raisonné des antibiotiques, les fabricants de médicaments vétérinaires demandent même l'aide de l'État. La lettre est signée Jean-Louis Huneau,
Le président du syndicat des laboratoires que voici. S'il s'avère qu'il y avait en quelque sorte une règle à respecter, je peux vous assurer que nous serions les premiers à vérifier que cette règle est respectée. Mais la première chose, c'est d'écrire cette déontologie. Donc pour le moment, il n'y a pas de déontologie particulière concernant les antibiotiques. Sur le sujet très particulier que vous évoquez. Voilà, sur ce sujet. Le code de déontologie régissant les rapports commerciaux entre les laboratoires et les vétérinaires comporte donc des lacunes. Mais en attendant de l'améliorer, pourquoi ne pas supprimer les marges arrières des vétérinaires qui les poussent à vendre toujours plus de médicaments ? Reste à savoir si les vétérinaires sont des gens malhonnêtes. A priori, il n'y a pas de raison de voir un vétérinaire se mettre à prescrire des antibiotiques au motif qu'il va payer à l'unité l'antibiotique moins cher. Je pense que là, c'est un raisonnement qui ne tient pas. À partir du moment... Si vous commandez à partir de 6 000 € de produits, on va vous offrir un téléphone portable ou un ordinateur. Est-ce que ça vous semble logique quand il s'agit d'antibiotiques ? Est-ce que ça vous semble logique ? Est-ce qu'on vend, est-ce que ces laboratoires-là ne vendent pas des antibiotiques comme ils vendraient n'importe quel autre produit ? Vous raisonnez comme si j'étais dans un bistrot et que j'achetais de la bière. Les vétérinaires ne seraient pas de vulgaires vendeurs de bière. Dans le sud-ouest, une éleveuse de canards va nous démontrer le contraire. Selon cette agricultrice, qui a tenu à garder l'anonymat, les vétérinaires de sa région ne se déplaceraient que très rarement pour voir ces bêtes, avant de délivrer leurs ordonnances. Alors les vétérinaires français ne sont jamais venus dans l'élevage. Théoriquement, ils devraient venir voir l'élevage, mais ils ne viennent pas, ils délivrent l'ordonnance le plus souvent, je vais pas dire quasiment tout le temps, c'est la secrétaire qui la signe. Cette éleveuse achèterait régulièrement des médicaments sans même croiser son vétérinaire, comme au comptoir d'une épicerie. Démonstration dans un cabinet où elle va tenter, à notre demande, d'acheter du vitrimoxin, un antibiotique interdit en période de gavage de ces canards. Bonjour. Nous la suivons en caméra cachée. C'est la secrétaire du cabinet qui la reçoit. Du vitrimoxin, vous en avez? Pour les canards? Oui. Si vous avez 3 ou 4 kilos, je vais les prendre. Le vétérinaire n'est même pas sorti de son bureau et c'est bien la secrétaire qui a rédigé cette ordonnance sans même se soucier de la santé des canards. Notre complice repart avec 6 kilos de vitrimoxin, de quoi traiter 1000 canards. Mais ces bêtes sont en période de gavage, elles sont proches de l'abattage. L'éleveuse pourrait perdre son label car l'amoxicilline, qui est le principe actif, risquerait de se transmettre à l'homme. On a acheté... On vient d'acheter 6 kilos de vitrimoxin. Un canard label, c'est bien interdit l'amoxicilline. Donc, elle aurait dû demander déjà un canard pour l'analyser, puis après donner l'amoxicilline. Là, elle ne l'a pas demandé. Puis après, moi, il faut que je dise à ma coopérative que j'ai acheté du vitrimoxin et que pour me déclasser le lot. Parce que c'est obligatoirement déclassé en France. Et là, ils ne m'ont rien demandé, donc je peux m'en servir comme je veux, sans rien demander à personne. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires sait-il que certains de ses membres distribuent sans vergogne des ordonnances de complaisance? À Paris, bonjour monsieur. Bonjour, son vice-président ne cherche pas à nier les dérives affairistes de sa profession. Ceci est totalement intolérable. Il va de soi que si ces faits étaient portés à notre connaissance, je dois vous dire que notamment dans la région Aquitaine, il n'y a pas très longtemps, de tels faits ont été portés à la connaissance du président de l'ordre. Il a fait comparaître le même jour dans la même chambre de discipline, je crois 27 ou 28 vétérinaires de sa région, qui avaient été pris en flagrant délit de faire délivrer des médicaments par notamment leur auxiliaire. Les contrats d'objectifs signés avec les laboratoires et leurs fameuses primes ne sont-ils pas responsables de la surconsommation des antibiotiques dans les élevages? Pour le vice-président, l'État doit intervenir pour régler ce problème. On voit même que si on achète 6 000 €, je crois, on peut bénéficier d'un outil de communication professionnelle. Est-ce que vous avez l'impression que... Oui, c'est ce que nous condamnons de toutes nos forces. Nous avons du pain sur la planche et nous souhaiterions que les administrations compétentes nous aident. Parce que lesquelles?
Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, Direction générale de la santé au ministère de la Santé. Il y avait effectivement la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, que toutes ces personnes-là nous aident quand on leur signale un certain nombre d'affairistes. Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui effectivement ont parfaitement confondu le métier de vétérinaire avec... Ils se sont trompés. Au lieu de faire des études vétérinaires, ils auraient dû faire HEC, si vous voulez. Le médicament n'est pas un produit comme un autre, c'est pas un produit ordinaire. Tous les médicaments d'ailleurs, mais en particulier ceux qui renferment des antibiotiques. Selon le Conseil national de l'ordre, la vente de médicaments à la campagne permet parfois aux cabinets vétérinaires de doubler leurs revenus. Et ces affaires très rentables ne sont pas toujours légales. Direction la cave, où se trouvent les dossiers judiciaires des vétérinaires les moins scrupuleux. Chaque dossier, vous voyez, chaque boîte là, ce sont des affaires que nous suivons. Je crois qu'il doit y avoir environ au moins 2500 affaires. Des affaires d'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, mais des affaires d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire. Voilà. Si vous voulez, à titre indicatif, allez, 16 000 vétérinaires de France, il doit y avoir une cinquantaine de vétérinaires qui sont attraits devant des tribunaux correctionnels ou qui risquent d'être attraits. Voilà, parmi tous ces dossiers. Sur des questions, par exemple, justement liées aux médicaments, à l'antibiotique, entre autres? Sur des questions liées aux médicaments, antibiotiques ou non. Mais ça peut concerner l'antibiotique aussi, bien entendu. Des antibiotiques qui nous rendent malades, des PCB qui nous contaminent, des pesticides qui favorisent les cancers. En quelques décennies, la logique industrielle a empoisonné nos assiettes et nous mangeons de plus en plus de produits chimiques.